Le 20 janvier 1921, l'historien Benjamin Stora a remis au président Macron le rapport sur la mémoire de la colonisation et la guerre d'Algérie pour lequel il avait été missionné 6 mois plus tôt. Et c'est moins sur ce rapport lui-même, intitulé « Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d'Algérie » que je reviendrai, que sur la réception critique qu'il a suscitée. Didier Monciot résume bien la nature et la teneur de la démarche. Avec ce long document, dont l'objectif est de décloisonner et de réconcilier les mémoires, Benjamin Stora a choisi une démarche pratique, pragmatique, plutôt que de rester dans la dénonciation idéologique du colonialisme. Il ne recommande pas de loi mémorielle et insiste sur des actes concrets pour construire une réconciliation. Selon le rapport, la multiplication des gestes politiques et symboliques a vocation à permettre de s'éloigner d'une mémoire devenue enfermement dans un passé où se rejouent en permanence les conflits d'autrefois, pour parvenir à ce que Benjamin Stora croit pouvoir appeler après Paul Ricoeur la juste mémoire, entre répétition et effacement, entre trop-plein et absence de mémoire. L'objectif, ajoute-t-il, n'est pas l'écriture d'une histoire commune, mais un travail de mémoire en commun, et jamais clos, qui s'efforce d'expliquer l'événement colonial en maintenant ouverte la porte des controverses citoyennes. Après avoir signalé rapidement quelques-unes de ces controverses citoyennes, je récapitulerai plus précisément les principales critiques formulées par les historiennes et les historiens de la période. Il ne s'agira pas de se demander si ces critiques sont justifiées ou pas par le rapport et ses éventuelles ambiguïtés, mais plutôt de tenter de cerner ce qu'elles nous disent, non seulement de rapports critiques à la mémoire, mais aussi des implications et des conséquences possibles de telles suspicions à l'égard du mémoriel. Le premier des griefs adressés à Stora émane d'historiens et regarde la confusion des statuts d'historien et de conseiller. Pour Nourdine Amara, en mission commandée, l'historien cède la prérogative au conseiller. Il veut refaire nation avant de faire histoire. Olivier Lecourt-Grandmaison va plus loin encore. Selon lui, je le cite, « Le Benjamin Stora historien a capitulé devant le Benjamin Stora devenu conseiller pour permettre au second de présenter à Emmanuel Macron un programme commémoriel congruent à ses desseins électoraux. Il a euphémisé les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés par la France pour mieux rejeter cette revendication en faisant croire qu'elle est dangereuse, irresponsable et inutile, et ainsi ne pas heurter certains groupes mémoriels, au mieux conservateurs, au pire réactionnaires. » Il faut croire que Benjamin Stora y a échoué, puisqu'un autre des griefs formulés regarde le caractère partisan et engagé du rapport comme de son auteur. C'est notamment le reproche qui a été émis par Hervé Longuet, président général de l'Union nationale des combattants, qui voit une occasion manquée. Si le rapport comporte des préconisations à ses yeux bienvenues, comme la préservation des cimetières, le souci des harkis, le travail des mémoires sur les disparus européens victimes du 5 juillet 1962, etc., d'autres lui semblent inacceptables, comme la commémoration des accords d'Évian du 19 mars, l'interprétation donnée du 17 octobre 1961, la reconnaissance de l'assassinat de Boumengel et l'organisation d'un colloque international dédié aux oppositions à la guerre d'Algérie ou la panthéonisation de Gisèle Halimi. Pour Hervé Longuet, il ne saurait s'agir de tendre la main de la réconciliation qu'au juste prix. Le troisième des débats ouverts par le rapport regarde la question périphérique des excuses, de la repentance, attendue ou pas de l'État. Gilles Manceron rappelle opportunément que ces termes ont circulé avant même le rapport, puisque le conseiller mémoire de la présidence, Bruno Roger-Petit, avait livré à la presse dès la mi-journée des éléments de langage, ensuite largement diffusés, et qui orientaient la lecture du rapport. Colonisation et guerre d'Algérie, il n'y aura pas d'excuses. Alors que pour beaucoup en Algérie comme ailleurs, cette non-reconnaissance est regardée comme regrettable, l'historien algérien Mohamed El Corso trouve dommageable que la France, qui s'est excusée envers les Juifs, ne s'excuse pas auprès des Algériens, tandis que le Comité national de liaison de Harki souhaite la reconnaissance par l'État de sa responsabilité et de sa faute dans le désarmement, l'abandon et les massacres des Harkis. Pour d'autres, comme Pierre Tcherouti, qui est le vice-président du Cercle algérianiste du Grand Avignon, les recommandations du rapport constituent autant de signes de repentance, même si le mot ne figure pas en tant que tel dans le rapport. L'essentiel des griefs émis par les historiens, français ou algériens, ont toutefois d'autres cibles. Un flottement est repéré d'abord dans l'objectif visé. Le fait qu'il a été réalisé à la demande du président français, alors que côté algérien, un mandat similaire a été confié par le président Tebboune à Abdelmajid Chiki, paraît valider l'hypothèse d'une symétrie pure et parfaite entre les deux missions. Chiki serait en charge des mémoires algériennes, Stora des mémoires françaises.
Et de fait, quand l'expression « guerre des mémoires » est employée dans le rapport, c'est pour renvoyer à des affrontements franco-français autour de l'article 4 de la loi du 23 février 2005, dont Pascal Blanchard a parlé ce matin, portant sur les bienfaits d'une colonisation positive. On pourrait alors conclure, avec Mohamed El Corso, que la guerre des mémoires à laquelle il s'agit de mettre fin est une guerre entre mémoires françaises. Dans le rapport, le terme « réconciliation », qui fait figure d'horizon désirable, est pourtant employé tantôt absolument, tantôt pour évoquer la nécessaire réconciliation mémorielle de la France et de l'Algérie, tantôt encore pour la France seule. Malika Rahal est de sorte fondée à considérer ce rapport comme un objet compliqué, qui, à vouloir embrasser deux problèmes distincts, tente à établir des liens dangereux entre des questions internes à la société française, comme par exemple la question de l'intégration des descendants de l'immigration maghrébine en France, et des questions d'ordre extérieur, comme les relations diplomatiques avec l'Algérie. Interrogé sur ce point, Benjamin Stora le présente comme un travail de restitution des mémoires, françaises essentiellement, avant tout destinées à la société française. C'est ensuite le présupposé d'une guerre des mémoires, opposant Algériens et Français, qui est discuté. Pour Sylvie Thénault, la postulation ne rend compte ni de la réalité historique des oppositions durant la guerre elle-même, puisque les clivages ont alors transcendé les appartenances nationales, en Algérie comme en France, ni de l'état des mémoires et de leur devenir, puisque la remémoration, selon elle, n'est ni forcément douloureuse, ni publique. La supposée guerre des mémoires signalerait donc des usages du passé, caractéristiques d'associations, s'arrogeant la parole d'un groupe, sans hésiter à servir des clientélismes électoraux. L'anthropologue Giulia Fabiano est sur la même ligne. Elle insiste plus particulièrement sur la manière dont ce lieu commun des guerres des mémoires, tout comme les divers dispositifs d'hommage, non seulement médiatisent et encouragent, mais surtout performent l'unification de groupes qui sont présentés comme homogènes, d'autant que l'absence d'un récit politique clair à l'égard du passé colonial favorise l'éclatement de mémoires qui sont assignés à une rivalité intrinsèque donnée pour acquise. Le politiste Paul-Max Morin est du même avis et il estime que trop longtemps, l'État est resté dans une relation clientéliste à ces associations et n'a pas joué son rôle d'ensemblier. Quant à Raphaël Branche, elle incite à ne pas se laisser impressionner par les discours de la dramatisation et des mémoires sanglantes, et elle remet en cause l'usage métaphorique désinvolte du terme guerre, comme tout ce qu'il appelle de référence à l'apaisement, la guérison, la plaie, la suture, la cicatrice. On ne saurait mieux appeler à la vigilance et, à l'instar de Derrida, souligner la nécessité d'organiser une connaissance critique de tous les appareils qui prétendent dire l'événement là où on fait l'événement, où on l'interprète et où on le produit. Une autre des critiques formulées à l'égard du rapport Stora regarde l'évocation des mémoires blessées, la psychopathologisation de l'histoire et du politique. Selon Paul-Max Morin, il faut l'imputer au manque de sources dont ont longtemps disposé les historiens pour écrire cette histoire. Conduits à se reposer sur des sources orales, ils auraient de ce fait développé une propension à établir des analogies entre les mémoires individuelles et la mémoire collective. Pour Sylvie Thénault, la pathologisation systématique des mémoires dans la société française est non seulement excessive, mais elle est dangereuse, parce qu'elle conduit au symbolique et qu'elle constitue de ce fait un outil redoutable de dépolitisation. Nourdine Amara, lui, estime plutôt que, sous couvert de pathologie de la mémoire, sont confondus les usages politiques du passé et ce qu'en retiennent les Algériens. Nos mémoires, argue-t-il, et quand il dit « nous », il pense évidemment « nous, Algériens », ne sont pas que déformations ou fantasmes imaginaires de guerre, mystifiés par l'appareil FLN. Cette mémoire traumatique, à ses yeux, participe de la condition historique des Algériens. En tant que telle, elle ne manque pas de grandeur et elle doit être pensée comme une puissance d'agir pour soi et dans le monde. Une révolte, déjà. Comme bien d'autres, il regrette aussi que de cette thérapeutique par la mémoire que propose Benjamin Stora ressorte une forte impression d'équilibre des peines et des traumatismes. Cette tentation du récit éthique, où la peine de chacun vaut celle de l'autre, est selon lui une posture idéologique qui ne saurait être confondue avec l'histoire. Mais l'objection massive adressée au rapport regarde son objectif affiché de réconciliation. Le terme, qui apparaît 17 fois dans le rapport lui-même, figure déjà dans la lettre de mission présidentielle. Outre que postuler une réconciliation revient à méconnaître la part de l'irréparable, il convient de distinguer, comme y invite Giulia Fabiano, deux niveaux de réconciliation.
interétatique et intraétatique. Sur le plan interétatique, Nourdine Amara le martèle, il est fort impolitique de jouer la morale contre la justice en évacuant la responsabilité juridique de l'État par une prestation mémorielle peu engageante. Outre que le mot réconciliation est lourd d'un a priori historique qui ne résiste pas aux faits, puisque depuis 1830, la France n'était pas l'ami de l'Algérie, mais son occupant, l'amitié recherchée à bas prix lui semble dissimuler à peine des volontés de puissance. Ce n'est pas la mémoire qui règle les rapports entre États, mais l'intérêt. Amar Mouandamer résume la perplexité des Algériens. Sans reconnaissance de la part du gouvernement français de l'abjection du système colonial, point de salut pour le chantier de la réconciliation. Au niveau intra-étatique, à contrario, selon Paul-Max Morin, les contemporains n'ont pas à se réconcilier puisqu'ils ne se sont jamais battus. De sorte que insister sur la réconciliation sans contextualiser son champ d'application ni les éléments du litige qu'elle viendrait réparer revient à inférer une situation de guerre mémorielle, ne se justifiant que par la présupposition erronée que tous les membres de ce groupe partagent les mêmes représentations du passé. Surtout, selon Fabiano, les collectivités n'ayant pas de conscience morale, la réconciliation est davantage un projet politique que la conséquence d'un partage des mémoires. Or, politiquement, la réconciliation, au lieu de rompre avec la pensée coloniale, tente à la conforter en perpétuant les logiques et en reconduisant en fait les catégories, quand il faudrait plutôt parvenir à reconnaître collectivement, comme le rappelle Malika Rahal, que coloniser est une façon d'opprimer et d'exploiter un autre peuple. De manière plus ou moins virulente, les détracteurs du rapport s'accordent à considérer, avec Nourdine Amara, qu'une transaction mémorielle, une mémoire aussi prétendument apaisée soit-elle parce que résolument voulue, commune ou partagée, ne saurait valoir réparation. Il faut, selon eux, pour ce qui regarde le passé, poser la question des responsabilités, nommer les victimes, reconnaître officiellement la vérité du crime contre l'humanité, voire explorer la possibilité d'une justice transitionnelle. Pour ce qui regarde le présent, plutôt qu'à une OPA sur la mémoire ou à des considérations qui tentent à faire de l'Algérie la source de nombreux problèmes politiques et sociaux, ils enjoignent à s'engager dans un travail de transformation du réel, à travers une lutte ambitieuse contre le racisme, l'antisémitisme, la discrimination, les violences policières qui affectent préférentiellement les porteurs d'une mémoire algérienne de la colonisation française. Au seul mémoriel, donc, sont opposés le juridique et le politique, quand Benjamin Stora prétendait au contraire contourner le politique par le pragmatique. C'est en effet, indique-t-il, pour éviter que le travail historique soit éclipsé par le débat idéologique sur la repentance ou sur les excuses, qu'il a voulu proposer ce qu'il appelait des préconisations et régler quelques dossiers lourds. Mais ce pragmatisme, affiché comme le moyen d'atteindre la fin réconciliatrice, ne suffit pas à désamorcer les critiques. Au-delà des réserves idéologiques sur les implicites d'une supposée guerre des mémoires ou de l'horizon de la réconciliation, au-delà de la mise en cause d'un tour de passe-passe mémoriel, supposé tenir lieu de réparation, la réserve fondamentale est épistémologique. Ce que mettent en question les historiennes et les historiens hostiles au rapport, c'est un autre tour de passe-passe supposé, celui qui consisterait à substituer la mémoire à l'histoire. Pour Sylvie Thénault, postuler une réconciliation et par suite deux nations opposées l'une à l'autre, unies et homogènes, c'est laisser de manière, je cite, inadmissible la mémoire trahir l'histoire. Pour Mohamed Harbi, historien pionnier sur la guerre d'indépendance, c'est la confusion entre l'histoire et la mémoire qui est en cause. Il estime crucial de ne pas faire d'une vraie question politique une simple affaire de mémoire. La mémoire, selon lui, est subjective. Elle est arbitraire. Je le cite, « Les gens racontent ce qu'ils veulent ». Or, Stora semble vouloir lui-même tenir la mémoire et les mémoires à distance critique. Dès les premières pages de son rapport, il cite une formule chère à Pierre Nora, selon laquelle, si la mémoire divise, l'histoire peut rassembler. Au cours de son développement, il met même très explicitement en garde contre les récits de cette longue période, plein d'images et d'histoires fantasmées, où réalité et imaginaire deviennent indécidables et d'images manquantes, où ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas tendent à se confondre. Estimant alors qu'à l'heure de la compétition victimaire et de la reconstruction de récits fantasmés, la liberté d'esprit et le travail historique sont des contrefeux nécessaires aux incendies de mémoires enflammées.
Ce faisant, il paraît vouloir confirmer, comme Sylvie Thénault, l'urgence de revenir à l'histoire et lier son optimisme, à l'instar d'Hassan Remaoun, au travail d'accumulation des connaissances opéré par les historiens à partir de postures critiques et méthodologiquement fondées. Pourtant, Benjamin Stora ne nie pas que ce télescope en lui, l'historien est l'acteur, autant dire le témoin. C'est en homme engagé qui a traversé 40 ans d'histoire franco-algérienne, en historien qui a travaillé sur le plan universitaire entre les deux rives et en acteur né en Algérie qu'il a conçu son rapport. Il signale même qu'après avoir travaillé sur les archives, établi des faits, écrit des livres classiques d'histoire, ses réflexions ont basculé du côté de la mémoire, des représentations et des imaginaires. Il estime d'ailleurs que son célèbre « La gangrène et l'oubli » 1991, résulte de la volonté de comprendre pourquoi la mémoire des différents groupes continuait à saigner, en dépit de la masse de savoir académique accumulée. Il n'était pas du tout question, explique-t-il, d'imposer une histoire mémorielle, mais d'emprunter les chemins tracés par le cinéma ou la littérature pour révéler par l'imaginaire et la fiction des pans entiers de l'histoire que les historiens ont du mal à atteindre par le seul recours aux archives. Pas question pour autant d'abandonner le travail historique au motif que la fiction permet tout. Le parti pris consiste à se confronter à ce que Stora appelle, après la psychanalyse Simone Molina, des archives incandescentes, c'est-à-dire des traces demeurées vives intus et incute. Par cette bascule, qui implique de déborder les strictes investigations historiennes en les complétant par des incursions du côté des mémoires et des imaginaires, Stora se situe très exactement à contre-courant du mouvement que Paul-Max Morin croit pouvoir repérer dans les approches de la guerre d'indépendance algérienne. Selon le politiste, en effet, cette guerre atteint aujourd'hui le moment où l'on passe des mémoires manipulées, stéréotypées, des mémoires à vif, à un rapport plus distant à l'événement, une simple connaissance et compréhension des faits, qui désigne également sous le nom d'histoire et qui rend possible à ses yeux l'interrogation seconde des mémoires intimes. En faisant de l'histoire le préalable à un rapport renouvelé et serein à la mémoire, il s'agirait alors d'avoir affaire à une ou des mémoires filtrées, épurées de leur scorie passionnelle, il rejoint le vœu exprimé par Karima Diresh que les mémoires puissent s'adosser à un récit historique juste qui reconnaît tous les protagonistes dans les dynamiques propres au temps colonial. Pour eux, comme pour Sylvie Thénault, l'histoire apaise. La tentative de compréhension générale, d'intelligence des systèmes que la discipline historique propose, lui permet de se détacher des individus et de les décharger de leurs responsabilités comme de leur éventuel sentiment de culpabilité. L'historien est celui qui, en faisant apparaître des surdéterminations structurelles, désarme les passions. Il cherche à déterminer ce que Raphaël Branche propose d'appeler la vérité historique, qui certes se construit et est même révisable en fonction de nouveaux documents ou de nouveaux questionnements, mais qui essaie de dire ce qui s'est passé dans le passé et ne se réduit pas à des mots. Le symbolique, donc, ne vaut qu'en sus. Il ne saurait suffire et valoir seul de tout compte. Il me semble alors qu'à travers les critiques diverses adressées au rapport et à ses ambivalences, l'horizon discutable d'une réconciliation, ses présupposés, ses effets de nivellement, au-delà même de l'éventuelle instrumentalisation présidentielle du rapport, est reproché à Stora le fait de renoncer à regarder systématiquement la mémoire comme vassale ou auxiliaire de l'histoire des faits avérés et de prétendre faire avec les passions. C'est sur ce dernier point que je voudrais terminer. Il me semble en effet que le distinguo implicite établi entre des sources dignes d'intérêt, celles qui servent de matériaux aux historiens sérieux et qu'ils suscitent éventuellement par des travaux de terrain, et des mémoires falsifiées ou manipulées, affectives, entre les mémoires qui divisent et l'histoire qui rassemble, ou pour parler une nouvelle fois avec Pierre Nora, entre la mémoire collective, globalisante et sans frontières, floue et télescopante, relevant de la croyance qui n'assimile que ce qui la conforte elle-même, d'une part, et la mémoire historique, analytique et critique, précise et distincte, relevant de la raison qui instruit sans convaincre de l'autre, mérite d'être discutée. Non qu'il s'agisse d'avaliser les instrumentalisations politiques de la mémoire, mais qu'il convienne de veiller à ne pas jeter le bébé mémoriel avec l'eau du bain d'une mémoire indûment présentée comme juste, mémoire du juste milieu, mémoire macroniste du en même temps, mémoire des équivalences abusives. De ce point de vue, l'évocation par Raphaël Branche de la manière dont ont évolué ses travaux sur l'embuscade de Balestro est passionnante.
Elle indique en effet avoir d'abord formulé de véritables hypothèses qu'elle n'était pas en mesure de totalement démontrer, et s'être heurtée aux réserves d'un chercheur lui reprochant de n'avoir pas consulté les archives pour étayer sa démonstration. Or, ces archives, précise-t-elle, n'avaient pas été conservées. De sorte que ce n'est que par la suite que le chaînon manquant de sa démonstration lui est parvenu, quand elle a conçu un documentaire avec Rémi Lenné sur cette embuscade. Grâce au livre, elle a pu rencontrer des témoins algériens qui ont confirmé ses hypothèses. C'est dire donc que tout ne fait pas trace archivistique, ni même trace orale. Ce qui, en l'espèce, relevait d'abord de l'hypothèse, atteint une dimension essentielle de l'événement palimpseste. L'historienne, en extrapolant au-delà de ses sources, a pu reconstituer une stratification historique qui lui aurait autrement échappé. Ce n'est pas le moindre mérite du rapport Stora que de ménager une place à ce qui excède les sources classiques de l'histoire, et d'admettre, comme y invitait Pierre Vidal-Naquet, que les fabulations, les œuvres de création, comme les témoignages, même lestés des dépôts de l'imaginaire, du mensonge des idéologies, peuvent aussi faire apparaître des dimensions du réel qui n'étaient pas perçues comme telles au moment des faits. Que Stora ait jugé bon, comme l'a fait remarquer Marie-Pierre Hulot, de produire dans son rapport des citations d'Albert Camus, de Mouloud Feraoun, Kateb Yassine, Marie Cardinal et Leila Sebar, ne signifie pas seulement, comme l'en a accusé Nourdine Amara, qu'il ait voulu œuvrer à la consécration d'un monde du contact, d'un entre-deux, d'une troisième voie, qui est impossible à trouver pendant la guerre de libération, serait désormais appelée à régler la post-colonie France. Par là, il donne aussi voix à des littérateurs, à des fabulateurs, à des hommes et des femmes de plume qui, précisément parce que ne leur revient pas le devoir d'établir la vérité, sont plus libres de prendre la mesure, et en l'espèce la démesure, dans leurs écrits, de ce que les passions et les représentations, ces traces que les mentalités, les idéologies laissent en nous, polarisent et organisent, puisqu'elles ne reflètent pas simplement un état des savoirs et des pouvoirs, mais les recomposent. Alors l'attention portée à la littérature, loin de signifier un repli sur l'intime, permet de saisir ce qui, du politique, s'y enracine et s'y trame. Si une société, Paul Max Morin le rappelle, doit s'efforcer de comprendre ce qu'a rendu son passé possible, et plus particulièrement son passé colonial, elle ne peut renoncer à interroger les silences, les blancs, les effacements, les émotions d'hier et d'aujourd'hui. Et pour cela, il lui faut prêter une attention soutenue à celles et ceux qui en font des histoires et qui ancrent leur légitimité dans la beauté qui touche au cœur et rend inoubliable. Si le symbolique ne saurait tenir lieu de justice ni de réparation, les gestes artistiques concourent à déterrer des histoires et des mémoires fort closes, à ménager la sortie de ce que Karima Lazali appelle le règne du fantomal, à regarder ce que l'on ne voit pas, à co-construire, voire à inventer des traces nouvelles, et par suite à rendre possible un avenir distinct des ressassements du passé. À faire mémoire vivante, donc, et à mettre la discipline historique, comme celles et ceux qui l'écrivent, sur la piste d'hypothèses dignes d'être explorées. Penser critiquement la mémoire, les mémoires, il me semble que ça pourrait être ceci aussi, interroger leurs instrumentalisations, leurs engouements provoqués, leurs désintérêts opportunistes, sans pour autant les reléguer au nom de leurs impuretés au rang des accessoires. En d'autres termes, ne pas renoncer à prendre pour objet ce qui en elles déjoue la raison ou rejoue des émotions. Je vous remercie. Merci beaucoup.